tarder, hein. Donc on va commencer avec le professeur Djidjik, que vous connaissez bien, qui est professeur en immunologie, chef de service d'immunologie au CHU Benimsos et doyen de la faculté de pharmacie. Donc le professeur Djidjik va nous parler de l'évaluation comparative de 4 tests d'anti-CCP différents pour le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde, une analyse des performances diagnostiques. Donc M. Djidjik a 20 minutes pour nous résumer les résultats de leur travail. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie le Salam de m'avoir invité, convié à cette session sur le diagnostic immunologique. Merci. Et j'ai choisi de vous parler d'un des biomarqueurs d'auto-immunité les plus intéressants. Vous savez qu'en biologie, on connaît bien la glycémie, qui est un marqueur ou un biomarqueur du diabète, l'un des meilleurs, les plus utilisés. Vous avez après la TSH en immunoanalyse, qui est un excellent marqueur de la fonction thyroïdienne. En auto-immunité, je classerai les anti-CCP comme l'un des meilleurs biomarqueurs d'une maladie auto-immune qui est la polyarthrite rhumatoïde. Mon topo va s'articuler en deux parties. Tout d'abord, je vais parler un peu des biomarqueurs de la polyarthrite rhumatoïde. Et ensuite, je vais vous montrer les résultats d'un travail que nous avons entrepris au niveau du service en comparant 4 techniques qui font les anti-CCP, 3 techniques automatisées. On la compare avec une technique classique qu'on a l'habitude de faire au niveau du service, qui est l'ELISA. Alors, en premier lieu, tout le monde sait que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire systémique. Ça veut dire que ce n'est pas une maladie qui touche uniquement les articulations. C'est une maladie systémique qui est caractérisée par une inflammation chronique des articulations, une hyperplasie de la synoviale, il y a une destruction progressive du cartilage et de l'os, et on arrivera en bout de la chaîne à une incapacité fonctionnelle chez certains malades. C'est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent. C'est la maladie auto-immune la plus fréquente, avec une fréquence qui oscille entre 0,5 et 1%. Comme toutes les maladies auto-immunes, la PR a une prédominance féminine. Généralement, c'est l'âge. C'est l'adulte jeune, entre 15 et 30 ans. Et je l'ai dit tout à l'heure, la prévalence, elle est autour de 1%. Je vous ai dit que c'est une maladie systémique. Il y a des manifestations articulaires, synovite, arthralgie, gonflement des articulations, cette fameuse raideur matinale. Certaines femmes, quand elles se réveillent le matin, n'arrivent pas à bouger leurs articulations. Il lui faut du temps pour qu'elles puissent retrouver la fonction de ces articulations. C'est ce qu'on appelle la raideur matinale. À côté des manifestations articulaires, vous avez des manifestations extra-articulaires, nodules rhumatoïdes, vascularites, atteintes pleuropulmonaires et certaines atteintes hématologiques. Comme toutes les maladies auto-immunes, c'est une maladie multifactorielle complexe. Donc il faut une prédisposition génétique. On connaît beaucoup de choses sur la génétique de la polyarthrite rhumatoïde, mais la génétique seule ne suffit pas. Il faut de l'environnement. Donc c'est l'interaction très étroite entre l'environnement et la génétique pour faire apparaître une maladie auto-immune telle que la polyarthrite rhumatoïde. Sur le plan génétique, on a longtemps incriminé, et il a une part très importante, aux environs de 50%, les gènes HLA-DR-bêta.
surtout le 0104, à 50%. C'est une association assez intéressante. Vous avez bien sûr l'implication d'autres gènes, que je cite ici, le PTPN22, le PADI, TRAPS et certains cytokines. Sur le plan environnement, vous avez la dysbiose microbienne, vous avez cette fameuse Prevotella copri, les virus, et surtout on a impliqué le tabac. Le tabac aussi est l'un des facteurs déclenchants de la polyarthrite rhumatoïde, on le verra tout à l'heure, et bien sûr les facteurs hormonaux, parce que c'est une maladie qui touche principalement la femme. Alors, vous avez donc cette interaction entre une certaine susceptibilité génétique, un environnement avec l'inflammation au niveau de la gencive, les pérodontites, la dysbiose intestinale et le tabac. C'est ces facteurs-là qui vont faire surexprimer ce qu'on appelle les antigènes citrulinés. C'est ceux-là qui vont déclencher cette maladie auto-immune telle que la polyarthrite rhumatoïde. Donc vous avez cette interaction et on a des protéines citrulinées et on a une rupture de tolérance au niveau du système immunitaire. Donc cette fameuse réaction, présentation d'un antigène citruliné, des effecteurs lymphocytes T et B et des effecteurs inflammatoires qui vont aboutir à cette destruction articulaire. En fait, la phase préclinique, c'est toute cette présentation d'antigènes pour fabriquer ce groupe d'autanticorps biomarqueurs qu'on utilise pour la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez deux grands biomarqueurs que tout le monde connaît, le facteur rhumatoïde et le groupe qu'on appelle pas les anti-CCP, mais les ACPA. C'est les anticorps antiprotéines citrulinées ou peptides citrulinés. C'est un groupe d'autanticorps. Une fois ces effecteurs produits, les TH1, les TH17, ces autanticorps, au niveau de l'articulation, eh ben, vous avez toute cette fameuse réaction inflammatoire avec l'intervention d'une angiogénèse, activation des fibroblastes, des ostéoclastes, et qui vont avec des cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-alpha, que vous connaissez. C'est tout cet événement, cet environnement qui va aboutir à l'inflammation au niveau de l'articulation. J'en ai fini pour la description de la polyarthrite rhumatoïde. Je passe maintenant à la partie qui nous intéresse, diagnostic. Voilà, je vous présente ce tableau qui montre les critères ACRELA 2010. En fait, ce qu'il faudrait savoir, ce n'est pas un tableau pour les critères diagnostiques, mais un critère de classification de la PR. Ça veut dire si notre patient a un score supérieur ou égal à 6, on est sûr de le classer comme une polyarthrite rhumatoïde. Quand on décortique ce tableau, vous avez des atteintes articulaires avec un score, vous avez à droite, ce qui m'intéresse, la sérologie. Quand on n'a pas de facteur rhumatoïde, on n'a pas d'ACPA, le score est de 0. Quand on a soit un facteur rhumatoïde ou soit des ACPA, mais avec des valeurs qui ne dépassent pas 3 fois la normale, on a un score 2. Et quand on a soit un facteur rhumatoïde ou des ACPA fortement positifs avec des valeurs qui dépassent 3 fois la normale, eh bien c'est le score 3. Vous avez la durée qui est importante, supérieure à 6 semaines, inférieure à 6 semaines, et vous avez aussi un syndrome inflammatoire, l'AVS et la CRP. Quand on fait le compte, si ça dépasse 6, on est sûr qu'on peut classer notre malade ayant une polyarthrite rhumatoïde. Voilà les marqueurs sérologiques de la PR. Ils sont très anciens. Regardez, le facteur rhumatoïde, il date déjà plus de 60 ans, plus. Le facteur rhumatoïde est un autanticorps de classe IgM dirigé contre la partie FC des IgG. On est passé par plusieurs techniques de diagnostic ou de recherche du facteur rhumatoïde, le fameux latex valérose. Ensuite, il y a eu des techniques de néphélémétrie laser, et maintenant, certains le font par ELISA ou par système CLIA. Ensuite, il y a eu la venue de ce groupe qu'on appelle ACPA, anticorps, antiprotéines, peptides citrulinés. C'est tout un groupe, mais l'histoire a commencé avec des anticorps antipérinucléaires qu'on recherchait en immunofluorescence, avec des anticorps antikératine qu'on recherchait aussi par immunofluorescence, et on ne savait pas pourquoi. En fait, il s'agissait d'une protéine qui était là, dans ces tissus, qu'on appelle la filagrine, et la filagrine, elle était citrulinée. Il y avait ces résidus citrulines. Et ensuite, il y a eu les anticorps antivimentines, et ce n'est qu'en 1998 qu'il y a eu l'apparition des anti-CCP, qui sont des anticorps antipeptides citrullinés cycliques. Les anti-CCP, ensuite nous avons des antifébrines, l'antivémentine.
Et l'un des biomarqueurs aussi de l'APR qu'il faudrait peut-être évaluer maintenant, c'est l'anticorps anti-RA33, qui est probablement intéressant pour les PR séronégatifs. Quand on n'a pas d'anti-CCP, probablement le RA33 serait intéressant de faire. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de citrullination. C'est quoi? En fait, les séquences peptidiques posséderaient des résidus arginine qu'on va convertir en citrulline. Et la réaction, elle s'appelle désémination grâce à une enzyme qu'on appelle PAD, peptidyl arginine déiminase. Donc, c'est cette réaction qui va induire l'apparition de ces peptidyl citrulline ou ces peptides citrullinés qui vont induire ou stimuler le système immunitaire pour produire les ACPA. Alors, voilà comment cette histoire des ACPA a commencé. D'abord, on a décrit des peptides ou des protéines citrullinées dans le liquide synovial des malades. Ensuite, on a commencé à faire les antipérinucléaires, les antikératines dans le sérum. Ensuite, on s'est rendu compte que c'est la filagrine qui était la protéine cible des APF et des antikératines. Et ensuite, il y a eu l'apparition des peptides synthétisés anticitrulinés, mais linéaires. C'est les premiers anticorps anticitrulinés qu'on a fait. Ensuite, ils ont rendu cyclique cette protéine. Et ça, c'est l'apparition des anti-CCP1, c'est-à-dire les anti-CCP de première génération, qui ont été faits par ELISA. Ensuite, il y a eu l'apparition des anti-CCP2, anti-CCP3 par ELISA. Et maintenant, on est arrivé à des techniques d'anti-CCP par technique multiplex ou par technique CLIA. Voilà un peu l'histoire aussi des ACPA. On a décrit le premier facteur antipérinucléaire, donc on le recherche par des frottis de la muqueuse buccale. Ensuite, les antikératines, c'est stratum corneum de l'œsophage de rat. Tout ça se faisait par immunofluorescence. Ensuite, on est arrivé, on a compris que l'importance de la citrullination comme un épitope reconnu par le système immunitaire et le développement de ces peptides citrullinés cycliques, ce que nous appelons maintenant, ce que nous utilisons, tout le monde utilise, les anti-CCP. Et on est maintenant l'anti-CCP3 pour certaines firmes. Voilà ce qu'on faisait autrefois par immunofluorescence, l'antipérinucléaire et l'anticorps antikératine, qui est maintenant de moins en moins utilisé par les laboratoires d'immunologie. Alors, les ACPA, on pourrait voir leur importance comme des marqueurs diagnostiques, on le sait, parce qu'ils font partie des critères assez rares. Et même si on a mis le facteur rhumatoïde dans ces critères, facteur rhumatoïde des ACPA au même niveau, mais en réalité, les ACPA sont meilleurs parce qu'ils apparaissent précocement, et c'est ça l'importance. Plus on diagnostique précocement l'APR, mieux c'est pour pouvoir intervenir rapidement. Donc, c'est un biomarqueur qui apparaît quelques années, même avant l'apparition des signes cliniques. Donc, on peut l'utiliser dans les stades, j'allais dire, débutants de la polyarthrite rhumatoïde, qu'on appelle les stades d'arthrite débutante, où la PR n'est pas encore totalement installée. Certains auteurs rapportent aussi une corrélation positive avec la sévérité de la PR, avec l'érosion. Donc, on pourrait l'utiliser probablement comme un intérêt pronostic. Et on a aussi les anti-MCV, qui seraient aussi de bons marqueurs ou biomarqueurs des manifestations extra-articulaires. Puisque ce sont des auto-anticorps qui apparaissent très tôt, on peut aussi leur trouver une place comme un intérêt prédictif, c'est-à-dire peut-être probablement commencer une thérapeutique précocement avant l'installation de toute la description articulaire qu'on retrouve au cours de la PR. Voilà un peu les valeurs diagnostiques. Je ne parle pas des AK, des APF, anti-CCP1, anti-CCP2, anti-CCP3, par ELISA. Vous voyez que la sensibilité, chaque fois qu'on passe d'une génération à une autre, la sensibilité a augmenté. Mais dans ces tests, à la recherche des anti-CCP, ce qui est important, c'est la spécificité. C'est un très bon marqueur, très spécifique. Regardez, même les anciens tests étaient autour de 97, 98. Ça veut dire que les anti-CCP restent un très bon biomarqueur, très spécifique. Et de génération à une autre génération, on a amélioré la sensibilité de ces tests. Bien sûr, plusieurs fabricants d'anti-CCP. Vous avez ici la fameuse planche que j'ai empruntée de mon ami professeur Salah, où il nous montre les anti-CCP2 fabriqués par plusieurs
fabricants et c'est un test qui n'est pas standardisé. Il y a plusieurs cut-offs, chaque fabricant a son seuil. Regardez Eurodiagnostica, Innova, Eurohumain, HQ, chacun un cut-off. Et ensuite, nous avons d'autres tests qui n'utilisent pas les anti-CCP, mais d'autres protéines citrullinées. Et on se pose la question, quel est le meilleur? Quel test utiliser? Comment faire quand on est au niveau d'un laboratoire? Quel test utiliser? Alors, je vous montre un travail publié où en comparant plusieurs fabricants, vous avez les cut-offs et vous avez les sensibilités et les spécificités. Et on s'est rendu compte rapidement qu'il y a différents seuils, différentes performances diagnostiques. Il faudrait travailler, j'allais dire, dans son laboratoire ou avec plusieurs laboratoires pour essayer de standardiser le maximum et de voir quels sont les cut-offs, parce qu'on peut les appliquer à nos populations. Vous remarquez que la sensibilité de tous ces tests varie de 54 à 75% et pour la spécificité de 86% à 98%. Donc il y a une grande variété de sensibilité et de spécificité de ces tests. Alors j'arrive à ma deuxième partie. Avec tous les bouleversements que nous avons subis ces dernières années, beaucoup d'anti-CCP ont disparu sur le marché, d'autres sont arrivés et on ne savait plus quoi faire, quel test adopter. Est-ce que les cut-offs décrits par les fabricants, on pourrait les adopter ou pas? C'est pour cela que nous avons essayé ce modeste travail au niveau du laboratoire. Nous avons un test ELISA qu'on a toujours utilisé. Je voulais le comparer avec 3 tests anti-CCP automatisés. Voilà ce que je veux dire. Donc cette étude a comme objectif de comparer la performance diagnostique de 3 tests anti-CCP automatisés en comparaison avec un test anti-CCP conventionnel, ELISA manuel, que nous avons au niveau de notre laboratoire. Patients et méthodes. Donc ce travail concerne 200 patients qui arrivent au niveau du laboratoire avec une suspicion de polyarthrite rhumatoïde. On leur fait des anti-CCP et un facteur rhumatoïde. Et ensuite, nous avons divisé cette cohorte en 2 bras. Un bras qui contiendrait 100 patients. On est sûr que c'est une polyarthrite rhumatoïde parce qu'on est revenu aux cliniciens, on a revu les fiches, les dossiers, et les cliniciens les ont classés comme patients ayant une polyarthrite rhumatoïde. Les 99, ce sont des malades qui avaient des problèmes articulaires. Nous avons fait tous les examens qu'il faut. Et on est revenu aux cliniciens. Ils nous ont dit que ce n'est pas classé comme polyarthrite rhumatoïde, donc ce n'est pas une PR. Donc retenez 100 et 99. Bien sûr, c'était prévisible pour la partie RA. C'était une prédominance féminine. Vous avez 85% de femmes. Même pour le bras contrôle aux témoins n'ayant pas une PR, aussi, il y a une prédominance féminine avec des moyennes d'âge qui sont plus ou moins similaires. 10 ans, mais il y a une petite différence, mais on n'est pas très loin. 40 ans et 51 ans en moyenne d'âge dans les 2 populations. Les tests anti-CCP utilisés, donc le test conventionnel Eurohumain anti-CCP, et nous avons utilisé 2 techniques CLIA, le Maglomi X3, Uni e-Flash, et le e-Flash. J'ai inversé, donc l'e-Flash et l'Uni. Alors, le Maglomi est un test CLIA, l'e-Flash est un test CLIA, le Uni est un test automatisé ELISA. Ça, c'est la description un peu de ces 4 tests. Vous avez l'Eurohumain, une technique ELISA, et les 4 techniques utilisent des anti-CCP de 2e génération, CCP2 pour les... Vous avez bien sûr le range detection, vous l'avez le conjugué, donc 2 enzymes et un chimiluminescent pour les 2, et vous avez bien sûr les cut-offs. Chaque technique nous donne le fabricant, le cut-off pour l'Eurohumain, pour le Maglomi X3, pour l'e-Flash 800 et pour 1808 et l'Uni. L'Uni nous donne des cut-offs inférieurs à 18, des borderline et positifs supérieurs à 22. Alors, les tests statistiques utilisés. Alors, bien sûr, le SPSS était l'outil principal pour faire l'analyse. Donc, pour la concordance qualitative, on a utilisé le Cohen kappa ou l'indice kappa de Cohen, donc qui nous donne une valeur
Quand elle est inférieure à 0,20, il n'y a pas de concordance. Et quand supérieure à 0,90, c'est une concordance parfaite. Et vous avez entre les deux la modérée, forte et parfaite. Pour la corrélation, j'allais dire quantitative, nous avons utilisé la corrélation avec le coefficient de Spearman et vous avez comment l'interpréter. Donc inférieur à 0,10, il n'y a pas de corrélation. Supérieur à 0,90, une très forte corrélation quantitative. Nous avons bien sûr calculé la sensibilité et la spécificité des tests et on a utilisé ce test likelihood qui est le rapport de vraisemblance qui est, si vous voulez, l'équivalent de la VPP et la VPN, la valeur prédictive positive et négative. Et ensuite, nous avons fait les courbes ROC et nous avons calculé des cut-offs pour chaque technique optimaux en utilisant ce qu'on appelle l'index de Youden. Et toute valeur inférieure à 0,05 est considérée comme une valeur statistiquement significative. Voilà un peu, c'est important tout ça, je vous le montre. C'est ça les tests statistiques que nous allons voir pour conclure un peu, ou voir un peu la comparaison de ces 4 techniques qu'on vient de voir. Résultat. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Venn. C'est une représentation graphique pour voir d'un seul coup un peu comment se répartissent les positifs et les négatifs, d'une manière générale, sans tenir compte de la maladie ou pas. Vous avez à droite, tous les tests sont négatifs pour 64 sérums. Et à gauche, vous avez les sérums positifs. Nous avons 134 sérums positifs. Et quand vous voyez ici, tout à fait au milieu, dans ce diagramme de Venn, désolé, le pointeur ne fonctionne pas sur le LED. Au milieu, vous avez 69, ça veut dire quoi? Nous avons eu 69 sérums uniquement qui concordaient avec les 4 techniques. Et quand vous voyez ce diagramme, les chapeaux qui sortent, quand on a l'euro humain, ici, cette valeur veut dire qu'il n'y a eu que 5 sérums qui sont positifs uniquement sur euro humain. 0 sérum uniquement positif sur IFLASH, 0 sur UNI, mais le Maglomi a donné 28 sérums positifs uniquement sur cette technique. On va avancer dans l'interprétation. Et là, on s'est dit, allez, on prend les 2 groupes, PR positif, PR négatif. Alors pour l'euro humain, sur les 100 patients, il y a eu 88% qui sont revenus positifs. Sur le Maglomi, 99%. Sur l'IFLASH, 76%. Sur l'UNI, 87%. Pour les patients non PR, il n'y a eu que 7 qui sont positifs sur l'euro humain, 30 sur le Maglomi, 1 sur l'IFLASH et 4 sur l'UNI. Alors quand on voit comme ça, on voit que le Maglomi donnerait les plus forts taux de positivité. On a des 99% pour les patients PR et du 30,3% pour les patients non PR. Par contre, l'IFLASH donnerait la plus faible positivité, on a 76%. On avance dans la démarche et dans, j'allais dire, dans l'interprétation. Ici, c'est la concordance qualitative. Je vous ai parlé de l'indice Kappa-Cohen. Alors, quand on voit ici, retenez le Kappa, d'une manière générale, les plus mauvais index Kappa sont revenus avec le Maglomi, 0,6, 0,5, 0,5, quand on les compare avec les autres techniques. Les autres, on dépasse les 0,7. Voici l'interprétation. Ça, c'est les corrélations de Spearman. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce qu'on vient de voir, les concordances qualitatives et quantitatives? Donc, l'indice de Kappa est revenu, la corrélation, la concordance qualitative modérée pour tout, pour l'euro humain, pour l'IFLASH et UNI, il y a une corrélation modérée avec un indice de Kappa qui est aussi entre 0,73 et 0,77. Par contre, le Maglomi donnerait des faibles concordances qualitatives avec quelques valeurs modérées pour certains tests, mais ça aussi entre 0,51 et 0,62, on a les plus faibles. Pour ce qui est de la concordance quantitative, nous avons une bonne corrélation sur le plan quantitatif pour tous les tests entre 0,74 et 0,83. Alors, ce que je peux retenir déjà
sur la base de ce que je viens de dire, que le test ELISA automatisé uni présenterait la meilleure concordance qualitative et quantitative avec le test ELISA euro-humain, avec un kappa de 0,77 et un indice de Spearman, l'euro, de 0,83. Voilà, donc ce sont deux tests ELISA automatisés, un sur microplaque, qui donneraient la meilleure concordance qualitative et quantitative. On a fait les courbes au ROC, je passe sur ça, parce que ce n'est pas un véritable indicateur de la performance. Je vous montre ça surtout. Voilà, c'est le tableau le plus important de cette présentation. Vous avez les sensibilités et les spécificités des différents tests. La première rangée, sensibilité et spécificité, le rapport de vraisemblance, likelihood ratio, positif et négatif. Alors regardez l'euro humain et vous avez la première ligne, c'est les cut-offs du fabricant. La sensibilité d'euro humain est de 88%, avec une spécificité de 92%, avec un LR+ supérieur à 10, donc il est bon. L'ELISA euro humain est bonne. Vous avez le Magloumi. Au départ, on pensait que c'était bon parce qu'il donnait le plus grand taux de positivité. Mais regardez la spécificité, elle est faible. C'est-à-dire qu'il donne beaucoup de faux positifs. Donc vous avez des 69,7% avec un LR+ très faible, 3,7. eFlash, il a une bonne spécificité, mais la sensibilité n'est pas très très importante. C'est la sensibilité la plus faible, eFlash. L'UNI donnerait une sensibilité de 87% avec une spécificité de 96%. Ça, c'est les premiers résultats qui sortent. Ensuite, on s'est dit, voilà, on va manipuler un peu tout ça et on va fixer la spécificité à 95%. C'est un test statistique. Je la fixe. Qu'est-ce qui va se passer si je fixe une spécificité à 95%? Les cut-offs vont changer et les sensibilités vont changer. Parce que je veux avoir une spécificité idéale. C'est ce que je recherche dans ce test. Donc, je l'ai fixé à 95%. Pour l'euro humain, le cut-off n'a pas beaucoup changé. De 5 à 8, j'ai une spécificité de 95 et une sensibilité de 84. Pour le Magloumi, pour avoir une spécificité de 95%, la sensibilité est sortie de 87, mais il fallait multiplier le cut-off par 4. C'est-à-dire le cut-off du fabricant. Pour avoir une meilleure spécificité et sensibilité, il faut multiplier le cut-off par 4. Pour ce qui est de l'eFlash, il manquait de sensibilité, donc le cut-off a baissé. On a eu une sensibilité de 80% avec une spécificité de 95. Pour ce qui est de l'UNI, on a baissé un peu le cut-off. Enfin, c'est les tests statistiques qui l'ont fait. La spécificité était fixée à 95 avec une sensibilité de 89. Et enfin, la dernière rangée est la plus importante. On laisse la machine, le test statistique, le faire tout seul. Je lui dis, calcule-moi la meilleure sensibilité spécificité de chaque test et donne-moi le cut-off. Il l'a fait, il me donne pour l'euro humain 4. Regardez, on n'est pas loin de ce que donne le fabricant. Il m'a donné une sensibilité de 93, une spécificité de 91. Pour le Magloumi Clia, pour avoir une sensibilité de 87, une spécificité, il a multiplié par 4 le cut-off, 71,7. Pour ce qui est du flash, on a juste baissé un peu, on a amélioré la spécificité, la sensibilité, elle est devenue de 79%, mais elle reste néanmoins un peu plus faible. Pour ce qui est de l'UNI, on n'est pas loin du cut-off du fabricant, 19,9, c'est 20, donc avec une sensibilité de 89, une spécificité de 96. Voilà un peu, quand on manipule ces statistiques, comment les cut-offs deviennent. Alors, je vais conclure sur tout ce que je viens de dire. Au cut-off, aux valeurs du cut-off du fabricant, la sensibilité varie de 76 à 99 et la spécificité de 69,99. Ça quand je touche à rien. eFlash uni euro humain montre un très bon ratio de vraisemblance qui dépasse 10. Par contre, le Magloumi, il a le faible ratio de vraisemblance. Donc, les 3 tests seraient les meilleurs par rapport à celui de Magloumi X3. Et quand on fait calculer le cut-off optimal, eh ben on améliore
cette sensibilité, spécificité du test Maglumi. En conclusion, tout ce que je peux dire, que les résultats montrent avec les cut-offs du fabricant que l'UNI anti-CCP serait peut-être, il faudrait étendre ça sur d'autres études, l'alternative la plus intéressante à l'euro-humain ELISA. Quand on fixe à la spécificité 95% pour avoir une bonne spécificité, on est obligé de changer de cut-off de Maglumi. Et tout ce que je peux vous dire, dorénavant, au niveau de nos laboratoires, avec toutes les techniques qui arrivent, on est obligé de revoir les cut-offs et les références range concernant la population locale pour diagnostiquer une maladie. Et ceci est illustré par ce que je viens de vous montrer avec le test Clia-Maglumi, qu'il fallait réajuster ce cut-off, ce seuil, pour arriver à une meilleure sensibilité et spécificité. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Djidjic, pour votre excellente présentation, surtout cet excellent travail. Je pense qu'il va susciter